Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, ce quart d'heure est consacré à un décryptage économique avec le professeur Michel Rumi, économiste associé chez SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre chronique qui nous amène à parler aujourd'hui des monnaies numériques de banque centrale. Ça bouge du côté des banques centrales et à la BCE par exemple, pour prendre l'exemple européen qui a annoncé le développement d'une blockchain propriétaire, maison pour le règlement de transactions en euros numériques. La BCE qui a également lancé une consultation pour recueillir l'avis des citoyens sur l'euro numérique. C'est quoi l'euro numérique, Michel ? Alors en fait, l'eurosystème regroupe en fait la BCE et les banques centrales nationales des pays, des États membres de la zone euro, ont décidé de développer à court terme une monnaie virtuelle qui est l'euro numérique. Et alors ce qu'il faut aussi... C'est une vraie monnaie, parce que virtuelle, oui. Je peux pas... C'est des mots qui troublent un peu, je trouve. C'est une monnaie dématérialisée, c'est ça. Tout à fait. L'euro numérique... Virtuel au sens dématérialisé. Voilà. L'euro numérique, viendra en complément des espèces, concrètement, hein, et avec les autres moyens de paiement, ça coexistera avec tout cela. L'idée est que, bien sûr, la première question, c'est est-ce qu'un euro numérique sera égal à un euro fiduciaire, c'est-à-dire l'euro qu'on a. On espère. Oui, mais rien n'est écrit. Rien n'est écrit, comme d'ailleurs les banques centrales. Le e-euro pourrait avoir une valeur différente de l'euro. Tant que c'est pas écrit, c'est potentiel. D'accord. Et donc, c'est comme la banque centrale. Ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il faudra changer le statut, notamment parce qu'on dit oui, on met institut d'émission de l'euro fiduciaire, mais pas de l'euro numérique. Donc, il faudra changer les statuts. Donc, il y a pas mal de choses qui vont changer dans les droits, notamment, on verra les défis, notamment, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire l'euro, tout le monde paye en euros? Est-ce qu'un commerçant pourra refuser l'euro numérique? Rien n'est marqué. Donc ça pose des problèmes, des petites choses comme ça. Mais ce sera un moyen de paiement complémentaire par rapport à la monnaie scripturale, fiduciaire, etc. Exactement. On aura à côté la possibilité de payer. Alors pourquoi tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, si on fait un sondage, combien de personnes payent en cash ou ont du cash, il y a très peu de personnes, parmi les personnes les plus âgées, on a du cash, mais parmi les plus jeunes, aujourd'hui... On sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. Donc, en fait, la Banque centrale répond à la demande, on va dire, des nouveaux modes de paiement là-dessus. Et c'est ça qui est très important, c'est que ça permettra de payer dans les magasins, en ligne, entre particuliers, et quel que soit le pays de la zone euro. Bon, c'est là où je trouve que c'est-à-dire que, déjà aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on est en capacité de payer sans papier, sans cash, etc. Mais là, l'euro numérique, c'est encore une autre forme de monnaie dématérialisée. Tout à fait. Où en est le projet, du coup? Alors, parce que tout le monde y travaille. Oui, non. En fait, c'est aujourd'hui, ça a été lancé en fin 2023, ça se développe, et les derniers résultats vont arriver en fin 2025, début 2026. Donc, a priori, ce qui va se passer, c'est qu'après cette phase d'études, etc., eh bien, il y aura un conseil des gouverneurs qui va décider est-ce que l'on va développer et mettre en place un euro numérique. Et ça pourrait avoir lieu, on va dire, en fin 2026, 2027. Et l'idée, c'est que avec cet euro, tout le monde pourrait payer, même ceux qui n'ont pas de compte bancaire, pour payer en euros numériques, et partout en Europe, sans ce problème. Oui, derrière l'idée, c'est que ça peut court-circuiter un grand nombre d'intermédiaires, à commencer par les banques. Michel. Hein. Mais c'est ça qui est très important de saisir, c'est que, en fait, bien sûr, on va dire, du coup, si l'émetteur, c'est la Banque centrale, eh bien, on n'a plus besoin des banques commerciales. Or, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est l'adjectif. L'adjectif banque centrale, c'est une banque centrale, c'est une banque des banques. Banque commerciale, c'est ceux avec la particularité. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on conservera, on va dire, le système bancaire en l'état, mais on ne veut absolument pas se déjouer du système bancaire traditionnel, parce que c'est lui qui finance l'économie. Oui, bien sûr. Et donc, on ne veut pas que la banque centrale devienne une banque commerciale, d'une certaine manière. Non. Donc, il y aura toujours une place pour les banques traditionnelles commerciales. On est en Europe, qui dit numérique, dit respect de la vie privée, Michel. Alors, en Europe, on est attaché à ça, en tout cas. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que l'eurosystème a décidé qu'il y aura un haut niveau de confidentialité et de protection de la vie privée bien supérieur aux moyens de paiement actuels. Et ce qui est très important, c'est que c'est garanti. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que seuls les bénéficiaires et les payeurs seront au courant de la transaction, bien sûr, parce qu'il faut bien faire ses comptes de temps en temps. Mais il y a aussi, bien sûr, il y a un équilibre à trouver entre le blanchiment des capitaux, la fraude, le financement du terrorisme et conservation de la vie privée, de l'anonymat. Et donc ça se fera. Donc il y aura sûrement des choses à faire. Et c'est ça qui est très important. Et en même temps, ce qu'il faut bien voir, tant que je suis en termes de sécurité, en termes de piratage, eh bien, les plus hauts degrés de sécurité seraient mis en place. Donc, a priori, ça limiterait. Je ne dis pas que ça il y en aura pas. Ça non, le risque zéro n'existe pas. Ouais. Exactement. Ça limiterait fortement les possibilités de contrefaçon ou d'autres, ce qui peut se passer, quoi. Est-ce qu'il faudra payer pour se servir, utiliser l'euro numérique? Non. Alors, a priori, c'est un bien, on va dire, un bien public, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde, donc ça paye. On n'aura pas à payer, ça sera gratuit. Et la grande difficulté, bien sûr, on est dans un monde marchand et monétaire, et bien les banques risquent de nous proposer d'autres services et fonctionnalités pour répondre à certains besoins. Et donc là, bien sûr, ce sont des services payants. Mais l'euro numérique, a priori, est gratuit. Qu'est-ce qui distingue alors ce qu'on appelle les... Alors en anglais, MDBC, c'est les monnaies digitales de banque centrale. Digitale, moi j'aime bien dire numérique. Oui. Il paraît que c'est mieux. Voilà. Mais bon, on parle de la même chose. C'est quoi la différence entre une monnaie numérique de banque centrale et ce qu'on appelle les cryptoactifs aujourd'hui, comme le Bitcoin? Alors, les monnaies digitales de banque centrale, c'est la version numérique d'un euro fiduciaire. Okay, donc, elle aura, cette monnaie digitale, un cours légal. Qu'est-ce que ça veut dire, le cours légal? Ça veut dire que, eh bien, personne ne pourra refuser le paiement en paiement digital, comme aujourd'hui, par exemple, on peut refuser un paiement en dollars, mais je ne peux pas refuser un paiement en euros. En euros. Et donc, elle est émise et garantie. Donc là, par une banque centrale. Et donc, c'est ça qui est très important. Alors que les banques centrales, donc la valeur de 1 euro numérique égale 1 euro fiduciaire est garantie par la banque centrale. Alors que les crypto-actifs comme le Bitcoin, en fait, elles sont décentralisées, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas trop, mais la valeur en fait, du Bitcoin n'est pas garantie. Donc, en fait, la grande différence réside dans la valeur de la forme de la monnaie, entre guillemets. Et donc, on risque d'avoir des concurrences. Et puis, bon, il y a d'autres problèmes, mais qui sont un peu trop longs à expliquer dans ce laps de temps, mais ça pose un problème de souveraineté, éventuellement, si on utilise le Bitcoin, comme avait le Salvador, etc., etc. Fondamentalement, pourquoi est-ce que les banques centrales, il n'y a pas que la BCE, en Chine ou ailleurs, pourquoi est-ce que ces banques centrales développent-elles ou s'engagent-elles sur la voie de développer des monnaies numériques? Alors, première des choses, c'est pour répondre aux habitudes de comportement. C'est ce que vous dites. Donc, on paye, on va dire, en numérique. Deuxième chose également, c'est pour faciliter l'inclusion financière. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, on ne se rend pas compte, mais en France, il y a le taux d'inclusion, le taux de bancarisation, c'est 99%. Si on regarde un peu plus large, au niveau de l'Europe, c'est 95%. Ce qui veut dire qu'il y a 9 millions d'adultes qui n'ont pas de compte bancaire. Donc, alors pour diverses raisons, et donc ça faciliterait les échanges. En même temps aussi, c'est en cas on va dire de désuétude d'autres moyens de paiement, on a un nouveau moyen de paiement, c'est une monnaie publique, c'est l'euro numérique. Puis également aussi, c'est la lutte contre le blanchiment, etc. Et puis également surtout, c'est renforcer la souveraineté monétaire, alors que d'autres crypto-actifs rentrent en jeu, et donc ça voudrait dire que on a besoin aussi, les banques centrales, d'être modernes d'une certaine manière. Se mettre au goût du jour, quoi. Exactement. Et oui, ce sont des institutions qui bougent, qui évoluent, oui, tout à fait. Ce n'est plus des vieilles dames. Non, la vieille dame de Threadneedle, comme on appelle la Banque d'Angleterre, effectivement. Exact, c'est important. Ça peut permettre de réduire le coût de transaction, le coût des paiements, ça, a priori? A priori, les études ont montré que, eh bien, comme aujourd'hui, on pourrait ne pas trop passer par les banques commerciales, eh bien, on pourrait s'en débrouiller. On pourrait baisser en moyenne, bien sûr, le coût de transaction. Et donc, ça serait de moins en moins onéreux pour un détenteur là-dessus de euros numériques. Globalement, quel type d'impact financier, macroéconomique même, peut-être, est-ce qu'il faut avoir en tête? On évoquait tout à l'heure la situation des banques commerciales qui pourraient se faire en partie court-circuiter, même si vous nous dites qu'elles resteront centrales dans le système pour la distribution de crédit et le financement. Justement, pour éviter de déstabiliser le système bancaire. Aujourd'hui, on envisage qu'il y ait un plafond de 3 000 euros numériques
qui serait, on va dire, une poche de réserve. On aurait un wallet de 3 000 euros max. Voilà, c'est en gros pour, je dirais, stabiliser un peu, pour stabiliser le système financier, mais pour en même temps ne pas avoir une trop grande différence. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même en mettant 3 000 euros par personne, ça fait 740 milliards qui s'en vont ailleurs, hein, qui sortent du circuit. C'est des dépôts en moins pour les banques. Exactement. C'est équivalent, les premières études montrent 740 milliards. Donc ça veut dire un peu moins pour faire des financements de l'économie, etc. Bien sûr. Et donc ça peut se passer. Donc là, c'est la première des choses qui émettent. Et donc c'est ça qui est très important. Deuxième chose également, pour la politique monétaire, ça peut, dans une certaine mesure, améliorer la transmission de la politique monétaire. En fait, les paiements vont être beaucoup plus rapides. D'habitude, on passe par les banques. Les banques, aujourd'hui, on pourrait faire un transmission entre nous, ça pourrait aller vite. Donc, ça peut aussi poser de gros défis pour les banques, notamment pour la Banque centrale, parce que si on est très réactif, on a vu il y a quelque temps avec la Silicon Valley, où on a eu le premier crash par les réseaux, vous voyez que ça peut aller très vite en termes de déstabilisation. On se dit, ce qui est dingue, à l'heure où tout est numérique et où on paye sans carte bancaire, sans cash, etc., on se dit que cette histoire d'euro numérique de Banque centrale, c'est une simple formalité. En fait, vous nous montrez, c'est un défi considérable quand même. Tout à fait. C'est un défi. Non, mais c'est un défi. C'est-à-dire que déjà, nos petits-enfants, quand on sortira un billet de banque, ils nous diront c'est quoi ce truc. Donc c'est ça qui est très important. La première des choses, c'est la sensibilisation. Comme je dis toujours, on fait partie de la génération, on connaît, on va dire, le matériel, le cash, on a connu l'euro fiduciaire, et là, on va rentrer dans le virtuel. Les générations futures se poseront pas. Oui. Donc, n'ayant pas connu l'antérieur, ils ne se poseront pas la question. Donc il y a une sensibilisation du public à utiliser, à avoir ceci. Il y a aussi une coopération entre les banques et les commerçants qui sont très importantes parce que ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui le droit ne dit pas qu'on est dans l'obligation, du moins les commerçants sont obligés. Oui, c'est ce que vous disiez. Ouais. Donc ça pose ce type de problème. Il y a aussi la gestion des impacts parce qu'en même temps, un non-résident qui arrive, vous êtes américain, vous arrivez en France, comment vous allez faire pour utiliser l'euro numérique? Il y a des petites choses comme cela. Et puis surtout, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la confiance des utilisateurs. Et donc voilà. La confiance est à base de tout, effectivement, dans ces systèmes financiers et économiques aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet éclairage sur ces monnaies numériques de banque centrale en route vers l'euro numérique. Les décisions pourraient être prises d'ici l'année ou les 2 ans qui viennent du côté de la Banque centrale européenne. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.